Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à la Maison de la Méditation. Comme chaque vendredi soir, on a le plaisir de recevoir une personnalité. Vous savez que les vendredis soirs à la Maison de la Méditation sont consacrés à des rencontres avec des thérapeutes, avec des personnalités politiques engagées dans l'écologie par exemple, avec des artistes, avec des auteurs. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir Pascal Schinck. Bonsoir Marie. Bonsoir Pascal, qui est journaliste, qui est auteur spécialiste de la psychologie. Vous avez été pendant des années rédactrice en chef de psychologie du fameux magazine Psychologie Magazine, et puis vous avez travaillé au sein du Figaro pour des rubriques santé et bien-être. Mais aujourd'hui, vous vous consacrez au haïku. Ce court poème, ce petit poème issu de la tradition japonaise que vous allez nous présenter ce soir. Vous écrivez sur le haïku, vous êtes en relation avec beaucoup d'auteurs de haïku partout dans le monde, parce que j'ai découvert en vous lisant que c'est une pratique qui est très actuelle, très contemporaine et très vivante, très vivace. Mm-hmm. Vous avez créé un podcast dédié au haïku qui s'appelle 17 syllabes. Vous écrivez vous-même des haïkus, et j'ai envie de vous demander, le haïku, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le haïku, vous voulez dire en général ? Comme vous voulez, mais oui, en général, je crois que ce serait bien déjà que vous nous donniez votre définition du haïku. Le haïku, ça veut dire poème bref en japonais. Donc c'est vraiment l'idée d'une poésie fragmentaire, très différente de notre poésie occidentale. Vraiment très différente, très mal connue en France, alors qu'elle est pratiquée aux États-Unis, au Japon bien sûr, en Roumanie, au Maroc. C'est une poésie très vivante, démocratique, qui se pratique en groupe, dans les écoles, dans les entreprises au Japon. Et finalement, quand j'ai découvert cette poésie, j'ai mis beaucoup de temps à m'y faire parce que tous ces codes sont différents de notre pensée occidentale et de la manière dont on envisage la littérature et ce qui est poétique ou ce qui ne l'est pas. Et c'est ça qui m'a passionnée, parce que je suis littéraire de formation. J'ai été nourrie d'Antonin Artaud, Baudelaire, Rimbaud, tous ces phares poétiques qui nous nourrissent quand on est un jeune Français. Et quand j'ai découvert cette poésie, il y a très longtemps, pendant mes études de lettres, je n'ai rien compris. Mais vraiment, je suis restée face à ces pages blanches dans lesquelles vous voyez des petits pavés de 3 lignes, maximum 17 syllabes, disent les Japonais, maximum. Et certains avaient pu me toucher parce qu'ils parlaient de la nature, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose de fermé pour moi dans cette compréhension. Et donc ça m'a pris 10 ans pratiquement ensuite pour rentrer dans les quelques clés qui sont nécessaires à connaître, il n'y en a pas beaucoup je crois, pour apprécier cette poésie, y rentrer et découvrir que c'est un formidable allié du quotidien. Parce que c'est une poésie du quotidien. Et je pense que tous les haïkistes avec qui je parle régulièrement me disent combien ça leur apporte de liberté, de méditation. C'est une source de jouvence, le haïku. Et voilà, et c'est ce que j'ai expérimenté. Et j'essaye aujourd'hui de faire connaître cette poésie profonde et modeste. Alors vous dites, et je pense que c'est très souvent l'image qu'on a du haïku, surtout quand on le connaît peu ou de loin, vous dites, je voyais le rapport à la nature, et c'est vrai que l'image qu'on a du haïku, c'est un flash de beauté sur la nature. Mais quand on commence à rentrer dans le monde du haïku, comme vous nous invitez à le faire dans l'effet haïku, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça ne parle pas que de la nature, que ça parle, comme vous le dites, du quotidien, de l'existence. Et j'ai relevé, c'est vraiment une manière de découvrir le monde. Et vous dites, par exemple, vous écrivez, par exemple, « Lire et écrire des haïkus intensifie le sentiment d'exister ». Oui, parce que, vous savez, c'est l'image du Japon, mais on peut appeler ça un peu les japoniaiseries, comme le mot zen qui s'est totalement dévitalisé, oui. qui est devenu, je ne sais pas, moi ça me fait penser au bain moussant maintenant, le zen. Alors qu'en réalité, le Japon a un rapport existentiel aux choses, aux émotions,
Et cette poésie, justement, en rend compte. Alors, au début, on pense évidemment au haïku le plus connu, qui est le haïku de Basho. Hein. Vieille mare, une grenouille plonge, bruit de l'eau. Je le dis 2 fois à la japonaise. Vieille mare, une grenouille plonge, bruit de l'eau. Alors on entend ça, puis on se dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce que c'est? En réalité, le fait qu'il ait mis vieille mare, c'est qu'il nous indiquait qu'il y a un rapport au temps, à la nostalgie, à ce qui est pauvre, à ce qui est humble, à ce qui n'est pas poétique pour nous. Nous, dans la poésie, on va rajouter des métaphores, on va parler des saveurs lactées, on va parler, dans les ateliers d'écriture, il y a tout un travail de déprogrammation à faire avec nos esprits occidentaux pour dire non, ce n'est pas la peine de dire la blancheur de la neige, il suffit de dire la neige. Et la neige est blanche. Donc voilà, il y avait cette image d'une poésie japonaise qui ne parle que de la floraison des cerisiers, etc. Et j'ai découvert qu'en fait, et encore plus chez les haïkistes contemporains, à partir de Jack Kerouac, où il y a vraiment une expression des difficultés de vivre, de ce qui est drôle, de toutes les anomalies du quotidien. Certains haïkistes écrivent des journaux de haïkus pendant la maladie d'un être cher, pour traverser le deuil. Voilà, c'est une poésie qui embrasse toutes les expériences humaines, les plus humbles, les plus infimes détails, la manière d'éplucher les courgettes qu'on a dans la cuisine, la manière dont le chat vient nous chercher le matin au réveil. Peu importe, ce qui devient poétique, c'est la conscience que j'en ai. Il y a vraiment plusieurs mouvements. Alors il y a effectivement ce travail de développement de l'attention auquel invite le haïku. Et ça, c'est vraiment une voie d'attention. Vous écrivez « Je comprends en effet qu'à force de lire ces haïkus, je suis devenue plus attentive, plus poreuse aux annonces d'un cycle débutant, de micro-événements du quotidien, etc. » Il y a vraiment cette voie d'attention qui est déjà en soi une formidable manière de pouvoir aborder le monde avec plus d'attention aux choses quotidiennes. Et puis, il y a ce que vous venez d'évoquer, le haïku comme possibilité de traverser aussi les épreuves, mais vraiment un côté très salvateur que moi je n'avais pas du tout vu dans ce court poème. Vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, il faut que je vous fasse un aveu, et là je suis à l'endroit idéal pour le faire, c'est que je ne médite jamais toute seule. Je n'y arrive pas. J'y arrive pas parce que j'ai une espèce d'énergie tout le temps. Si je me dis je médite le matin, je me réveille, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai 300 idées à la minute, donc ça ne marche pas. Par contre, je médite très bien en groupe, j'adore la méditation de groupe parce que là vraiment je sens quelque chose. Et finalement, le haïku est venu me proposer une autre forme de méditation, créatrice, puisqu'elle aboutit à l'écriture. Avec moi, j'ai toujours un carnet. Et plus on écrit des haïkus, plus on va devenir en effet poreux à ce qui se passe. Et vous savez, dans nos vies, on a souvent le nez sur le guidon, on ne voit rien. Quand on pratique le haïku, on se rend compte qu'il y a des tas d'anomalies au quotidien, des choses incroyables. Vous êtes dans la rue, le pigeon traverse sur les clous, par exemple. Vous croisez quelqu'un qui a un masque, il enlève son masque, il est édenté et il vous sourit. Il se passe des choses. Vous allez au parc, vous marchez dans les feuilles jaunes et rouges, vous perdez votre chemin parce que vous les regardez tellement que vous vous perdez. Toute la journée, nous sommes confrontés à des petits signes de quelque chose de vivant qui nous échappe, à des détails de cette nature qui est tellement magnifique. Donc on va passer par différents sentiments, l'émerveillement, l'agacement, l'amusement, et le haïku permet de les garder et de garder ces moments précieux. Alors Roland Barthes parlait des moments d'élite. Un haïku, c'est un moment d'élite. Et c'est pour ça que j'ai été très émue quand j'ai commencé à faire mes enquêtes auprès des haïkistes contemporains, parce que j'avais l'impression, quand ils me faisaient lire leur haïku,
qui me faisait le cadeau d'une intimité incroyable. Ils me faisaient cadeau de ce qui, dans leur journée, avait été le plus vivant. Et ça, c'est très rare. Donc, c'est une forme de méditation qui vous rend sensible à ce qui est neuf. Je crois que quand j'ai rencontré le haïku, j'étais fatiguée des mots usés. On est entouré de mots usés. Enfin, pour moi, ils sont usés. Surtout en psychologie, en développement personnel, voire en spiritualité. Le mot bienveillance, par exemple, je pense que c'est un mot déjà usé. Ah, on est d'accord, nous sommes d'accord. Le mot zen est un mot usé. C'est clair. Et tout à coup, par cette pratique poétique, je retrouvais quelque chose de neuf, de vivant, de vrai en plus, parce qu'il y a une recherche du mot simple. C'est une véritable voie de l'honnêteté aussi. Hein. C'est une voie de l'attention, mais il y a quelque chose de très très honnête. Hein, de la vérité. D'ailleurs, les mauvais haïkus, vous le voyez tout de suite, c'est qu'ils ne sont pas vrais. C'est-à-dire que le poète n'a pas vécu ce qu'il écrit. Alors c'est très important pour nous, parce que dans notre apprentissage de la poésie en Occident, on part des mots. Ah, je vais faire une allitération en L, l'onde. On part, n'est-ce pas, des mots. Très différent pour le haïkiste. Le haïkiste parle de la situation. Il faut donc qu'il ait vécu cette situation. Il faut que ce soit vrai. Il faut qu'il ait vraiment vu les pigeons traverser sur les clous. Et là, son haïku sera fort. Alors après, il y a des techniques d'écriture pour les rendre plus dynamiques. C'est une voix, hein. Vous savez, on dit haïku do. C'est une voix comme le judo, comme la calligraphie. On est humble devant cette poésie et on pratique tous les jours. On change un mot parfois sur certains haïkus et pour atteindre la vérité de la situation. Et ça, c'est très important parce que si vous gardez vos haïkus dans un carnet, ce que je recommande évidemment à mes élèves, quand vous rouvrez votre carnet, si le haïku a été réussi, vous éprouverez la même émotion que vous avez eue pour l'écrire. Ce qui fait que je vous assure qu'il y a certains haïkus, je les relis, je me revois, je sais ce qui s'est passé. C'est comme un carnet à trésor, quoi. C'est un carnet de vie. Il y a ces moments qui auraient pu disparaître parce que, voilà, on est dans la charge mentale, on est dans les millions de choses à faire. Là, vous l'avez gardé. Ce qui est vraiment intéressant dans ce que vous nous expliquez aussi dans l'effet haïku, c'est que, je reviens là-dessus, mais effectivement, le haïku n'est pas fait que pour décrire des moments de volupté, de grâce, de bonheur, de surprise joyeuse, etc. C'est vraiment... vous nous montrez très bien à quel point le haïku peut être grave aussi. C'est-à-dire que ce qui est, et comme vous dites, on part de la situation, et on a l'impression que les auteurs de haïku n'ont peur de rien. Enfin, je m'entends. Toute expérience est valable et toute expérience peut être travaillée avec le haïku. Des expériences de maladie, des expériences de deuil. Absolument. Alors il y a un travail quand même qui est dans le haïku, ça vient de la tradition japonaise, et dans le haïku contemporain c'est un peu dépassé, mais le haïkiste se met en retrait. C'est-à-dire que ça ne va pas être du pathos, il ne va pas nous donner du pathos. Je pense à un haïku même de Jack Kerouac, hein, qui est très moderne, qui est celui qui a ouvert la voie du haïku aux États-Unis. Kerouac, 50 ans, alcoolique, vivant avec sa mère, ne pouvant pas partir de chez sa mère. Il a écrit un haïku que je vous livre là. C'est « Dans la maison vide, ma mère se plaint et bâille. Dans la maison vide, ma mère se plaint et bâille. » Il a disparu, il n'est pas là. Et pourtant, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce haïku? Quel ennui, quelle tristesse, quelle solitude. Voilà, ça c'est un haïku réussi parce que le poète a réussi à nous transmettre son émotion sans tomber dans le pathos. Vous avez un très beau recueil de Michel Onfray, qui est un philosophe plutôt boulimique. Il a écrit Cosmos, qui fait 10 000 pages, enfin bon, c'est vraiment...
qui s'exerce au haïku. Il a accompagné sa femme pendant toute sa maladie et sa mort avec un journal de haïku qui est vraiment sublime. Et il ne parle pas de lui, il décrit juste dans l'hôpital une fleur sur la table de nuit ou des livres ouverts à la place de sa femme qui maintenant est décédée. Des détails comme ça qui nous font penser vraiment à ce qu'il a vécu. Ça fait plusieurs fois que vous mettez, non pas en opposition, mais en tout cas que vous faites une différence entre le haïku traditionnel, peut-être vous pourriez juste nous dire d'où ça vient justement, et le haïku contemporain, avec apparemment un grand amour du travail contemporain qui est fait actuellement autour du haïku. Mais ça vient du Japon, peut-être. Alors ça vient, oui. ça vient du Japon du XVIIe siècle, où des paysans, des jeunes bourgeois se sont finalement fondés en école littéraire pour lutter un peu contre la poésie de cour, la poésie des lettrés, qui était une poésie influencée par la poésie chinoise, très précieuse, avec des belles images de roses blanches, etc. Et eux ont commencé à traverser le Japon pour fonder des écoles littéraires, et ils étaient évidemment très inspirés par le zen. C'est-à-dire que Basho, Issa, Shiki, Ryokan, tous ces grands maîtres du zen du XVIIe siècle disent de même qu'ils étaient des presque moines. C'est-à-dire qu'ils partaient sur les chemins avec leur bol, leur robe de bure, et puis ils allaient de monastère en monastère, ils passaient des longues phases méditatives, et puis ils écrivaient des haïkus. Alors pourquoi ils écrivaient des haïkus ? Parce qu'ils voulaient transmettre la philosophie du zen à travers cette poésie, qui est le versant littéraire du zen. Le haïku, c'est vraiment... vous savez qu'il y a les koans qui sont des phrases pour éveiller l'esprit du disciple. Et puis le haïku, c'est vraiment des petits poèmes, c'est le versant littéraire. Donc dans le haïku traditionnel, il y avait un rapport à l'impermanence. Pourquoi c'est court un haïku ? Parce qu'un haïku, ça nous rappelle sans cesse que la vie passe. Que cet instant, vous n'êtes pas les mêmes déjà, maintenant, que ceux que vous étiez quand vous avez commencé à m'écouter. En réalité, on dit souvent le haïku capte le moment présent. Il n'y a pas de moment présent, il y a un moment présent dynamique tout le temps. Et le haïku rend compte de ça. C'est pour ça que c'est bref. C'est vraiment une fulgurance. On a dit c'est un flash. C'est un flash. Donc voilà, c'est parti du Japon. Le Victor Hugo du haïku, c'est Basho, c'est le fameux qui avait fait la grenouille, la vieille mare, etc. Il a cassé tous les codes de la poésie de cour. Il a dit il faut parler du plus petit, il faut parler de l'insecte, parce que l'insecte, il est l'égal de l'homme. Et parce que, nourri de cette philosophie zen, on est dans une égalité de regard dans tout ce qui est vivant. La fleur, la feuille de l'arbre qui vient de mourir, la jeune fille, l'enfant, tout cela est sur un pied d'égalité dans le haïku. Et on le regarde avec la même compassion. Alors, dans le Japon traditionnel, justement, il y a eu, moi ça a été une de mes sources d'émerveillement, c'est que vous savez que la poésie occidentale est pleine d'amour, de l'amour, quoi. En gros, les poètes occidentaux, je suis un peu sévère en disant ça, mais en gros, il y a le romantisme, la perte de l'amour, etc. Même chez Éluard, qui est un visionnaire, il y a quand même toujours le rappel de l'amour. Et puis le spleen, l'ego qui souffre, etc. Avec le haïku, on ouvre à plein d'autres sentiments. C'est pour ça que quand j'ai commencé à en lire, j'étais vraiment étonnée, quoi. Il y a quelque chose qui s'appelle le shiori, qui est la sympathie pour toute chose vivante, par exemple. C'est pas la compassion, c'est la sympathie. C'est le fait de partir avec un sentiment d'accueil et de proximité avec le moustique, le moineau, l'éléphant. Bon. Avec le moustique, c'est pas toujours facile. Oui, mais ça, il y a beaucoup de haïkus autour des moustiques. Parce qu'ils nous réveillent aussi. Donc il y a ça, il y a des sentiments le fameux wabi-sabi japonais, qui est que toute chose qui porte le temps, un arbre qui a 1000 ans, un bol ébréché, un vélo rouillé, a une grande valeur.
parce qu'il a le temps, lui. Il a le travail du temps. Voilà, donc quand vous allez en lire, et c'est ce qui m'est arrivé, j'ai été amenée à découvrir toutes sortes de sentiments, voire même des émotions que je ressentais sans savoir les nommer, et qui tout à coup prenaient une forme, une image. Oui, ce qui m'étonne, c'est parce qu'effectivement, j'avais l'image aussi de ce haïku traditionnel japonais, et puis que c'était là qu'il y avait vraiment les belles choses et tout. Et c'est tout ce continent de haïkistes, haïjin modernes qui semble vous passionner et qui ont fait même évoluer la forme, ont donné de l'ampleur à cette forme poétique. Complètement. Ce que j'ai découvert au début, donc tout a démarré par un papier que j'ai fait pour Psychologie Magazine sur le haïku. Donc j'ai rencontré le président de l'association francophone de haïku, des poètes contemporains, etc. Et là j'ai découvert un monde qui, partant, inspiré par cette petite forme japonaise, allait parfois encore plus loin, faisait des poèmes encore plus courts, c'est vraiment maximum 17 syllabes, certains s'autorisent à parler d'eux, ce qui est... Voilà, j'ai fait un podcast sur Ben Couder, qui est un haïkiste de banlieue, qui décrit vraiment la vie dans son immeuble, à partir de haïku. Et c'est aussi fort que s'il parlait des cerisiers en fleurs, parce qu'il nous décrit sa réalité et l'intérieur de ce que c'est, enfin de son émotionnel par rapport à ça. Donc il y a une vitalité du haïku. Au Maroc, il y a des haïkistes très inspirés par la poésie orientale, évidemment. Vous savez, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a toutes sortes de poésie orale dans les pays arabes, au Japon. Le haïku est une poésie orale. C'est pour ça que je vous l'ai dit 2 fois. Ça se pratiquait oralement. Et en France, évidemment, la poésie s'est retrouvée enfermée dans les livres. Enfermée dans des livres poussiéreux. Aussi, elle ne s'écrit plus. Roland Barthes disait, jusqu'au XIXe siècle, tout bourgeois savait faire un sonnet, un alexandrin pour les fêtes de famille. Et puis soudainement, après la guerre de 14-18, l'arrivée du surréalisme, etc., eh bien, les poètes sont devenus des images, des icônes très, très élevées, et plus personne ne s'est autorisé à écrire de la poésie. Donc moi, ce que j'ai trouvé aussi de formidable chez ces Japonais, c'est qu'ils pratiquent dans les entreprises, en groupe, et dans les ateliers d'écriture, on pratique la poésie en groupe. La poésie n'est pas une grâce qui arrive sur quelques-uns, c'est un exercice d'écriture et c'est une voie de partage. Parce que partager de la poésie avec quelqu'un d'autre, c'est fabuleux. Sur les sites de haïkistes, on s'envoie notre haïku du matin, parfois on peut demander de l'aide, dire « Oh, je ne suis pas contente de ma ligne 2, qu'est-ce que je pourrais mettre ?» On reçoit les avis des autres. C'est vraiment une façon de rencontrer l'autre à un niveau qui est tellement rare aujourd'hui, tellement rare. En lisant votre livre, j'ai réalisé aussi que cette lecture-expérience, hein, c'est une de vos expressions, on passe de la lecture détente à la lecture-expérience, c'est-à-dire que lire le haïku, et on parlera aussi d'en écrire, enfin vous parlez beaucoup d'en écrire et vous en écrivez vous-même, mais déjà, ne serait-ce que lire un haïku, c'est une expérience, on fait peut-être quelque chose de l'ordre de l'expérience qui a été véritablement, donc en vérité vécue. Et vous nous montrez bien que ce rapport à l'expérience, ce rapport au monde nous donne notre propre place aussi. C'est-à-dire que vous évoquez tous les moments où on est absolument perdu, où on ne sait même pas où on est, et la lecture du haïku va nous redonner place dans ce monde. Oui, alors moi je recommande, parce que c'est quand même énigmatique, hein. Il y a des gens qui sont allergiques au haïku, c'est vraiment... Oui, vous lisez des haïkus, pas les contemporains peut-être, mais les classiques. Bon, pour certaines personnes, c'est vraiment hermétique. Hein, je vous en dis un là de Shiki du XVIIe siècle. Cueillant des champignons, ma voix devient le vent.
cueillant des champignons, ma voix devient le vent. Dans le silence qui suit ce haïku, il y a plein de questions qui arrivent. Et puis il y a des gens qui disent, bon, son histoire de champignons, franchement... Donc, une de mes premières suggestions, d'abord, c'est d'en lire, d'ouvrir des anthologies au hasard, et notamment le matin, se dire, tiens, j'ouvre une anthologie au hasard et je lis un haïku. Et ce haïku, il va m'accompagner dans la journée. Je vais y repenser, je vais l'écrire sur mon carnet, je vais me demander ce que le poète a voulu dire, etc. Et là, évidemment, c'est polysémique. Vous savez, il y a un exercice que je fais, par exemple, en atelier. Je prends un haïku, j'aurais pu prendre celui-là, et je demande à chaque participant d'écrire un texte de prose de 20 lignes sur ce haïku. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que j'ai 20 textes et interprétations différentes. Le haïku vous réveille, le haïku vous bouscule, nous change de nos ornières, de nos manières d'analyser, d'écrire. Ça, c'est très zen, d'ailleurs. C'est un haïku réussi, vous fait l'effet d'un coup de bâton sur l'épaule. C'est ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand c'est réussi, c'est vraiment... Waouh! Vous dites, c'est dingue, il a réussi en si peu de mots à exprimer son émotion. Ou une situation. Parce qu'un haïku raconte une histoire aussi. Donc, voilà, suggestion, si vous avez du mal, lisez des haïkus, tirez-en au hasard, vous allez voir, ils vous diront des choses. Vous écrivez, les haïkus que je lis me réconcilient souvent avec le fait d'exister. Donc on voit bien qu'on touche à l'essentiel, bien entendu. Ils apaisent mon sentiment d'isolement, éveillent mon besoin d'union profonde avec ce qui se vit, ou avec ce qui vit. Là, l'histoire du champignon et la voix qui devient vent, enfin, on sent aussi que essentiellement, il y a cette unité, cette recherche d'unité que parfois le haïku nous fait de nouveau sentir ou nous fait toucher. Oui, je crois que j'ai été... en fait, ce qui m'a chopée, ce qui m'a arrêtée, c'est quand j'ai lu les premiers haïkistes du XVIIe siècle, franchement, Basho, moine errant au Japon au XVIIe siècle, je pensais rien avoir de commun avec lui. Et en le lisant, tout à coup, je découvrais des sentiments que j'avais éprouvés. Je découvrais une vérité universelle, dite le plus sobrement possible, sans séduction, juste pour me rappeler qu'il y a quelque chose d'humain qu'on partage, tous, partout dans le monde et à toutes les époques. Et ça a été très puissant. Et vous verrez, il y a une modernité de certains haïkus du XVIIe siècle qui sont incroyables. Je veux dire, par exemple, profonde solitude. Je bouge mon ombre, histoire de voir. Profonde solitude. Je bouge mon ombre, histoire de voir. Ça a été écrit à l'autre bout du monde, dans une autre société, par un homme qui avait 50 ans. Et ça me touche à un endroit, oui, qui est toujours vivant, quoi. Je crois aussi qu'on est dans un monde, et quand j'ai découvert le haïku, qui commente beaucoup. Qui commente, et je pense si, et il faudrait faire ça, et je crois que, enfin, vous savez, tout le travail du mental. Et tout à coup, cette poésie, juste, vous donne l'essence d'un moment. Alors, on ne le discute pas. Cette solitude qui nous décrit par l'image de son ombre, il ne la commente pas. Il nous la montre. Et il y a quelque chose de photographique dans le haïku qui est très reposant. Vous avez l'impression qu'on vous présente des photographies existentielles et pas un jugement, pas un bavardage, pas...
Jack Kerouac disait « Arrêtez de fleurir tout, juste ce qui est ». Alors, dans votre livre, on découvre aussi tout un pan d'humour. Même, vous utilisez même le terme ironie, le Shenryu, peut-être je le prononce, Senryu, parce que effectivement le haïku touche à l'essentiel, a un vrai rapport à la finitude humaine qu'on ne veut plus voir dans nos sociétés. Ce qui bien au contraire, ce qui ne le prive pas d'humour et voire même d'ironie parfois. Et vous avez beaucoup de jolies phrases là-dessus. Oui, des ironies sur soi d'ailleurs. D'abord, le poète haïkiste souvent se moque un petit peu de lui-même. Et puis certains haïkus sont très triviaux, quoi. Autant dans les anciens que dans les contemporains. On n'hésite pas à parler de pisse, de beuverie chez les moines, les fameux presque moines, là, ils étaient quand même assez délurés. Et oui, dans ces scénettes, il y a beaucoup d'humour, parce que vous pouvez observer dans le quotidien des choses qui vous font sourire, qui sont un peu absurdes. Donc l'humour a aussi une très grande place, oui. Et l'humour, c'est souvent la porte de la tendresse, d'une certaine tendresse, d'une manière de se relier avec tendresse au monde. Et puis c'est aussi, ça donne de l'espace dont on manque souvent. Oui, ça permet de rebondir, de remettre de la fraîcheur là où il n'y en avait plus, l'esprit de sérieux qui nous alourdit. Vous savez, le haïku, c'est la légèreté. Par sa forme, par ce qu'il évoque, on passe par la légèreté pour ramener du vivant, quoi. Il y a quelque chose de neuf qui doit être ramené, et l'humour, quelle plus belle, c'est vrai, quelle plus belle dimension que celle-ci pour nous rafraîchir l'esprit. C'est étonnant de trouver une forme comme ça, poétique. Vous l'avez vraiment bien montré, à la fois tellement profonde, vérité, vraie, et légère. Ça, c'est deux mots qu'on associe rarement aussi. Oui, tout à fait. C'est exprimer le profond en peu de mots, dans des mots simples, simplissimes, et de manière légère, ne pas alourdir l'auditeur, lui laisser un espace. Alors vous savez, on disait le haïku, c'est comme un cercle. La moitié du poème est écrite par le poète, et la deuxième partie du cercle est écrite par l'auditeur ou le lecteur. C'est pour ça que dans le silence qui suit un haïku, il y a de l'espace. On peut tous projeter quelque chose. Ce que je vous disais à propos de cette cueillette de champignons avec le vent, et que tout le monde voit d'une manière singulière. On vient vous chercher légèrement. On vient vous dire, tiens, je te présente une petite scénette. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça réveille en toi? C'est pour ça que c'est aussi un outil de projection fabuleux. Ça, c'est quand même très japonais, cette confiance en le demi-cercle. Il y a un moment aussi où vous nous parlez, je crois, de Basho, qui attend, je vais le dire moins bien que vous, malheureusement, je n'ai pas noté la phrase, mais attend que le haïku apparaisse entre les lieux et lui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce respect de l'entre-deux. Je ne suis pas producteur, créateur, observateur même de tout ce qui se passe, mais il y a toujours cette notion de laisser un espace où le haïku va pouvoir émerger finalement. Oui, comme je vous l'ai montré, je crois, avec Kerouac, il y a la volonté du haïkiste de disparaître derrière cette scène. En même temps, on ne disparaît jamais, puisqu'on a choisi cette scène. Donc c'est comme le photographe qui prend une photo, même si on ne le voit pas, il apparaît tellement de lui dans le cliché qu'il a pris, dans l'angle qu'il a pris. Donc c'est pareil, le haïku nous donne quand même... C'est ça qui est fascinant, c'est qu'en si peu de syllabes, vous avez des styles. Moi, j'ai découvert des univers très différents. Seulement en 17 syllabes, vous avez des poètes plus comiques, des poètes plus désespérés, vous avez, comme je l'ai dit, des poètes qui écrivent sur la banlieue, et vraiment chacun, malgré la petitesse de l'écriture, fait passer quelque chose de lui.
Ça, c'est très intéressant. Mais ça va passer par la scène qu'il décrit, pas par un étalage de ce qu'il est, de ce qu'il ressent. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à la pratique méditative, c'est que votre émotion, vous allez l'externaliser dans le haïku. Et souvent, au début de l'écriture haïku, on ne sait pas vraiment, moi je ne savais pas vraiment ce que je ressentais, mais je sentais que si je parlais de telle ou telle chose, mon émotion allait être traversée, etc. Et ça, c'est une forme méditative, puisque ça me permet d'observer ce que je ressens face à quelque chose. Bon, la nuit tombe à 5 heures du soir, je sens quelque chose qui monte en moi, je vous demande quoi? Bon, c'est de la tristesse, ça peut être de la nostalgie, ça peut être au contraire quelque chose de cocooning, qui est heureux de voir cette nuit qui tombe. Je vais passer par l'évocation, la composition autour de la nuit qui tombe, et mon émotion va être traversée et va prendre forme. Donc ça, c'est aussi très intéressant par rapport à la pratique méditative. C'est pour ça que je dis, je suis critiquée par certains haïkistes qui ne veulent pas que la poésie haïku soit mélangée à la méditation. Il n'empêche que chaque haïku peut être le support d'une méditation. Comme vous avez vu, il ouvre une porte en nous, il ouvre un espace qui demande à être un petit peu clarifié. Et aussi, la pratique du haïku nous met dans une attitude méditative. Je ne me promène plus dans la nature comme avant. C'est très différent maintenant. Alors c'est un peu pénible parce que les haïkistes sont toujours là. Regarde la chenille au milieu du chemin. Non, mais c'est vrai, on fait des exercices comme ça dans la nature. Mais parce qu'on devient plus sensible à tout ce qui est petit et insignifiant et qui pourtant nous parle de nos vies et pourtant est existentiel. Vous l'avez remarqué en arrivant ici, en dessous de l'école de méditation, il y a écrit poésie, philosophie, présence. Hein, c'est clair que... Ah ben là, c'est pour ça que j'étais très heureuse d'être là. On est très attachés à ça. Et moi, j'ajouterais que la méditation nous apprend d'une certaine manière à vivre plus poétiquement. Ça veut dire pas forcément à écrire de la poésie, c'est pas ça, mais à avoir un rapport plus attentionné, plus respectueux, plus joyeux, plus ouvert au monde. Et c'est là que peut se loger cette forme dont vous parlez, cette forme poétique. Vous savez, la poésie, j'ai découvert ça assez tard. Poésie, ça veut dire création, simplement. Donc, et poétique, ce qui est créatif. Mais il se trouve que la poésie passe par les mots. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que je crois qu'on est, je vous le redis, dans une société où les mots sont usés, où il y a une novlangue, marketing, des éléments de langage, comme on dit, qui sont très forts, très puissants, qui nous envahissent, qui nous enlèvent un vocabulaire vivant, quoi. Et la poésie, aujourd'hui, devient plus que jamais nécessaire. C'est un outil de résistance dans le sens, je veux garder un langage vivant, je veux continuer à créer ma vie grâce aux mots, je veux continuer à exprimer mes émotions singulières avec ma propre langue, et c'est on ne peut plus nécessaire aujourd'hui. Et quand je vois Edgar Morin qui dit « le poétique doit revenir », je suis vraiment heureuse parce que je crois que c'est notre enjeu. Et il faut sortir la poésie des livres, il faut sortir la poésie des poètes, parce que l'image du poète, il y a des chapitres à en écrire, l'image du poète qu'on a est vraiment effrayante, quoi. Qui ose dire je suis poète en France aujourd'hui? C'est pas possible. D'abord, les éditeurs vous fuient parce que vous ne vendez pas. Les autres poètes vous méprisent parce que être poète, c'est une grâce. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'enjeux sociétaux. Et je pense que le haïku, comme le rap, comme le slam, est une voix poétique libératrice, vraiment libératrice. Et vous dites une voie de résistance, résistance par exemple à la communication qui abîme les mots, qui les récupère en tous sens. Oui, vous parlez de communication, je pense que l'opposé de la communication, c'est la poésie.
et qui en même temps vous fait rencontrer l'autre à un niveau... Parce que partager la poésie, je vous assure, avec d'autres personnes, sans esprit de jugement, dans un esprit de collaboration, de co-création, c'est quelque chose qui vous met en lien avec le meilleur de l'autre, avec le plus raffiné de l'autre. Et voilà. Vous avez dit à plusieurs reprises que les mots étaient usés, qu'on usait les mots. Et alors, autre vertu des haïkus que j'ai découvert dans vos ouvrages, c'est qu'ils réhabilitent les mots. C'est-à-dire que ces mêmes mots usés, dont on ne sait même plus ce qu'ils veulent dire, par le haïku et par l'utilisation très pure et essentielle de ces mots, on les redécouvre en fait. Ah, un mot. Oui, parce que dans cet écrin qui est le 17 syllabes, les mots les plus simples arrivent avec leur brillance, quoi, leur puissance. Quand je vous ai dit tout à l'heure, ma voix devient le vent, c'est à la fois ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a de plus ouvert dans notre imaginaire. Vous savez que c'est incroyable, les neurosciences ont découvert, je travaille avec Pierre Lemarquis, qui est un psychiatre qui travaille sur l'empathie esthétique, comment l'art nous transforme, en fait, transforme notre cerveau, mais réellement. Et il m'expliquait que si je lis le mot vent ou océan dans un poème, mon cerveau, la zone de mon cerveau qui a senti l'océan, qui a ressenti le vent, se met en activité. C'est-à-dire que le poème, effectivement, rentre à l'intérieur de moi, rentre dans mes synapses et me transforme. Donc on est à l'aune d'une... Et en plus, il me disait, tu deviens ami avec le poète. Mais tu deviens ami profondément avec le poète, parce que tu rentres dans son image. Oui, devenir ami profondément avec le poète plutôt que de rester effectivement dans des rapports élitistes ou méprisants, ça fait envie. Et justement, votre livre est très généreux parce qu'il y a toute une première partie, lire des haïkus, et puis il y a une deuxième partie, écrire des haïkus. Et avec générosité, vous nous montrez un peu comment écrire. Vous pourriez nous en dire peut-être deux, trois mots, comme ça, je ne vais pas vous demander de résumer tout l'ouvrage. Oui, parce que c'est l'objet d'ateliers, et je vais même vous dire, en fait, je vois avec les ateliers que mes élèves m'envoient leur haïku après, dans les semaines qui suivent, ils ont besoin à nouveau de feedback. Comme je vous l'ai dit, c'est une voix, c'est quelque chose qui se peaufine, etc. Mais pour en écrire, moi, la recommandation que je fais d'abord, c'est d'en lire, beaucoup. D'en lire, de voir un peu comment c'est composé chez les autres. J'ai vu à plusieurs reprises vous donner l'exemple de haïkistes qui, alors tous en lisent beaucoup, effectivement, et puis les recopient par thème, par exemple, les gardent. Oui, vous pouvez vous faire un carnet de haïkus d'automne, par exemple. Et puis vous regardez comment Bachot avait écrit, comment un haïkiste contemporain a écrit. Bon, il y a comme ça des clés. Donc avoir un carnet avec soi et puis partir dans la ville, dans la vie, dans son boulot, tout ça, et noter tout à coup, en 2 phrases, alors généralement les gens veulent écrire des haïkus tout de suite, mais je recommande de passer par les 2 phrases, où vous avez noté quelque chose qui est... Le ficus et moi dans l'open space. Le ficus et moi dans l'open space. Ça, c'est un haïku de bureau, écrit par Igor Kiezel-Perron, qui est un haïkiste contemporain. Il a sans doute écrit 2 phrases sur ce qu'il traversait dans cette salle de réunion, et puis après, il est rentré, il a épuré, il a gardé l'image forte. Un haïku, c'est toujours une image. Une image ou 2 images qui se télescopent aussi. Ce ne sont pas des mots abstraits. Sur Internet, vous tapez haïku et vous lisez l'harmonie dans mon cœur. Non, ce n'est pas un haïku. Qu'est-ce que n'est pas un haïku, justement? Un haïku, ce n'est pas une phrase de sagesse. Ce n'est pas des vers de poésie classique, de poésie fleurie. Ce n'est pas conceptuel. C'est souvent 1 ou 2 images très fortes, très simples, qui expriment une profondeur. J'ai une élève qui m'a dit vraiment la définition du haïku que je préfère.
Elle m'a dit, le haïku, c'est un poème court qui en dit long. Et ben voilà. Si vous lisez des haïkus qui vous font rien, qui sont plats, qui n'ont pas de dynamisme, c'est que ce ne sont pas des bons haïkus. Le vrai haïku, il ouvre une porte en vous et dans une histoire. Oui, vous nous dites que le haïku, vous en avez beaucoup parlé, des émotions, et c'est l'accès à toute une palette d'émotions. Et j'aime beaucoup les petits, on pourrait presque dire oxymores, que vous... J'en ai noté 2. Jouissance triste, extase mélancolique. Et c'est vrai que dans beaucoup de haïkus que j'ai lus dans votre ouvrage, à la fois ça me rend joyeuse, mais ça n'est pas dénué d'une certaine tristesse, d'une certaine nostalgie, d'un certain regret. À la fois, il y a des moments comme ça d'allant, de courage, et qui ne sont pas dénués d'une certaine peur. Et je trouve que c'est très subtil aussi comment les auteurs de haïku arrivent à... Probablement parce qu'on est en rapport avec l'essentiel, avec l'existentiel dont vous parliez. Il y a toute la gamme des émotions humaines. Il y a l'émerveillement. Il y a la tristesse, comme je vous disais, chez les Japonais. Il y a la nostalgie, qui est une magnifique émotion. Quand vous lisez des haïkus, vous vous rendez compte que la nostalgie, c'est un trésor qu'on a en nous. Ça veut dire que ce qu'on a vécu a été beau. Donc, plutôt que de la fuir, de la gommer, faisons-en une image. Voilà, par exemple. Et cette subtilité émotionnelle aussi fait vraiment grandir intérieurement. Merci beaucoup Pascal. J'aimerais qu'on garde un petit moment pour les questions de la salle. Si vous... Voilà, je vais rendre le micro à Jeanne. Merci. Merci beaucoup de tout ce que vous avez communiqué au sujet des haïkus. Je ne savais pas qu'il y avait des haïkus contemporains. Enfin, j'avais entendu parler de Kerouac, mais je ne savais pas qu'il y avait des haïkus au Maroc. Et justement, à ce sujet, je voulais savoir si l'importance du son dans le haïku. Et parce qu'en fait, je veux dire, est-ce qu'on perd beaucoup dans la traduction d'un haïku japonais? Je connais beaucoup l'haïku japonais. Alors bien sûr, les traducteurs là font un boulot remarquable avec le haïku, vraiment. Et les traducteurs sont très importants. Le japonais est une langue non pas syllabique, mais sonore, si vous voulez. Les fameuses 17 syllabes, pour nous, en fait, ce sont 17 sons pour les Japonais, qui ne sont pas forcément grammaticaux. Et le haïku, il est court parce qu'il doit être dit dans une expiration par un japonais. Toujours en rapport avec le zen. Inspiration, expiration. Le haïku est dit oralement et comme ça. Alors vous imaginez bien que quand un traducteur anglais reçoit un haïku japonais, par exemple, il va y avoir, mais comme dans tout grand boulot de traduction, un travail d'adaptation. Et vous avez, c'est très drôle par exemple de voir les premières traductions de haïku japonais en français au moment de l'exposition, de la grande exposition du Japon, ça doit être 1914, ou vraiment tout début du siècle, où Paul Claudel et quelques-uns s'essayent au haïku. Oh là là, ils font des haïkus fleuris, abstraits, vraiment, et un peu plus longs. Ils n'arrivent pas à capter cette... Donc effectivement, il y a... Quand vous en lisez, vous préférez certaines traductions. Vous savez qu'il y a certaines traductions qui sont vraiment plus proches de cette fulgurance japonaise. Oui, ma question était aussi, dans les haïkus qui sont actuellement écrits, est-ce qu'il y a une que je ne connais pas, puisque j'ai peu eu l'occasion d'écouter des haïkus occidentaux, est-ce qu'on ne perd pas de cette fluidité de la langue, enfin de cette sonorité? Quand le haïku est réussi, non. Quand le haïku est réussi, qu'il y a un impact, qu'il y a une image, un dynamisme à l'intérieur du haïku qui vous bouscule, il est réussi et vous ne perdez rien. Même si on ne le dit pas sur une expiration, par exemple. Bah non, mais nous, vous savez, avec le français, on peut essayer. Bon, je suis sûre que vous avez déjà essayé. Bah, il faut faire des haïkus très très courts, vraiment, encore plus courts, 6 syllabes, ça existe, hein, ça existe, encore plus court, encore plus court.
Mais c'est marrant d'ailleurs parce qu'au début, tout le monde veut compter les syllabes. Hein. Vous voyez les haïkistes, ils écrivent comme ça. Et puis peu à peu, ce socle qui est nécessaire à comprendre au début, eh bien, il faut le dépasser. Et peu importe le nombre de syllabes, si vous avez capté l'esprit du haïku. D'accord. Et vous dites qu'il y a des haïkus en arabe, donc. Oui, bien sûr. D'accord. C'est incroyable, ça. En Tunisie, il y a une haïkiste qui s'appelle Sarah Masmoudi, qui est une grande haïkiste tunisienne. Oujda, au Maroc, est la ville des haïkistes. Mais non, mais on ne le sait pas. Mais oui. Vous savez pourquoi? C'est qu'en France, il y a deux attitudes par rapport au haïku, j'ai remarqué. Hein. C'est soit on est fasciné, mais fasciné par une poésie lointaine, fulgurante, nourrie du Japon. Et si vous ne parlez pas japonais, que vous n'êtes pas un universitaire spécialiste du Japon, eh bien, ça n'intéresse pas ces personnes. Et à l'inverse, il y a une attitude de mépris pour une poésie si brève, si pauvre. Franchement, parler du chat, des champignons et du bol ébréché, quel intérêt pour les grands poètes occidentaux que nous avons ici. Vous voyez, donc en France, on est un peu coincé. C'est pour ça que moi, je me suis donné un peu cette mission de faire connaître la modernité, la vitalité du haïku, qui est resté, ce qu'il y a d'intéressant, toujours enseigné par les profs de français, dans les écoles, dans les lycées. Et il y a franchement, par exemple, des classes de 6e, vous leur faites travailler le haïku, c'est formidable. Les enfants, c'est une des rares poésies où les enfants sont meilleurs que nous, que les adultes. Donc, il y a toujours eu, dans des ateliers d'écriture, les gens continuaient à faire écrire des haïkus. Mais au niveau, j'allais dire, des institutions, je vois bien, quoi, le haïku n'est pas connu, n'est pas considéré à sa juste valeur. Bonsoir, un grand merci tout d'abord. J'étais bouleversée par ce que vous avez dit ce soir et ça m'a convaincue de me lancer. Je voudrais savoir si vous avez des recommandations déjà de lecture de haïkistes européens et puis où est-ce qu'on peut se renseigner pour vos ateliers? Alors, vous trouverez dans mes livres une bibliographie complète. Vous trouverez l'adresse de ma page Facebook. Pour l'instant, j'ai une page Facebook qui s'appelle L'effet haïku Pascal Schinck, où je mets toutes mes interventions quand il y en a, les ateliers, etc. Je vous recommande, de lire. Si vraiment vous voulez rentrer dans le monde du haïku, il y a une Bible, c'est l'anthologie qui s'appelle Haïku au point seuil, qui a été préfacée par Yves Bonnefoy et Roger Munier. Ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, une des plus belles anthologies de haïku classique. Voilà. Et après, des haïkistes contemporains, je vous dirais de lire Jack Kerouac, le livre des haïkus, bien sûr. Je vous dirais de lire Philippe Massé, qui est dans la salle, qui a écrit 2 très belles anthologies, Murs obliques et Le vieux plongeoir, aux éditions Pipa, qui sont vraiment des jolies chroniques en haïku. Voilà, Ben Couder, qui a écrit Les Dents du bonheur, qui est ce haïkiste qui travaille en banlieue. Donc voilà, je vous invite à écouter les podcasts 17 syllabes, où vous entendrez des interviews de haïkistes qui vous décrivent comment ils travaillent, comment ils écrivent, d'où leur viennent ces fameux haïkus. Voilà. Bonsoir. C'est pas véritablement une question, mais je voudrais juste, lorsque vous avez, j'allais dire lu, mais lorsque vous avez cité un des haïkus de Kerouac, dans la maison vide, ma mère se plaint et bâille, tout de suite j'ai retrouvé la même atmosphère des poèmes de Carver.
Et j'ai un jour été à la Maison de la Poésie où il y avait le traducteur de Raymond Carver et un des comédiens qui lisait ses textes, et le comédien disait de ses lectures des poèmes de Carver que c'était des haïkus. Et voilà, c'est simplement l'étonnement que j'ai eu de retrouver exactement la même atmosphère, que ce soit long ou court, voilà, ça pose quelque chose. Une poésie orale du quotidien. C'est ce que je vous disais à propos de Kerouac. Il y a toute une école américaine poétique qui est venue du zen, en fait, parce que toute cette Beat Generation cherchait autour du zen, et Jack Kerouac est tombé sur les haïkus. Et évidemment, Carver n'est pas de la Beat Generation, mais il y a une tradition de la poésie américaine qui est vous avez sans doute vu le film Patterson, qui évoque ces poésies brèves, écrites sur le frigo, quoi, qu'on poste comme ça, et qui pourtant sont pleines de cette rage de vivre, de cette manière de se positionner dans son quotidien, d'échapper à la lourdeur. Et ils sont vraiment nourris de haïkus. En France, on a aussi des poètes qui, tout en n'étant pas haïkistes, sont proches. Je pense à Guy Yevick, qui est un poète de l'écriture brève, qui est très proche. Et je pense à Christian Bobin. Parce que Christian Bobin, même s'il en a fait des textes longs, il est nourri de haïkus. C'est évident, il est nourri de la simplicité du haïku, de son amour de la nature, de son émerveillement. Mais Carver, effectivement. D'ailleurs, j'ai interviewé un haïkiste qui s'appelle Bernard Dato, qui est un très grand fan de Carver et qui fait le lien maintenant entre son travail et celui de Carver. C'est-à-dire qu'il fait des textes poétiques longs qu'il clôt par un haïku. Et les textes poétiques longs font penser à du Carver. Enfin, sont inspirés comme ça de vers libres qui décrivent une scène, et hop, il clôt avec un haïku. Merci de nous transmettre votre passion avec autant de générosité. C'est ça aussi qui nous éveille et qui crée le désir chez nous. Vous avez dit que le haïku est vrai si on l'a vécu. Et vous dites, promenez-vous, regardez, observez. Marie-Laurence, tu as parlé de l'espace qui permet au haïku d'advenir. Je l'ai lu dans le livre de Pascal. Est-ce qu'on peut écrire un haïku sur un souvenir, ou est-ce que c'est de la recomposition Oui, bien sûr, on peut. Moi, je l'utilise un peu en exercice dans les ateliers. Mais effectivement, si on essaye de se reconnecter à l'émotion qu'on avait à ce moment-là, et si on est encore en phase avec certains détails, je me souviens avoir écrit des haïkus sur des souvenirs d'enfance en passant par le sensoriel. En fait, j'ai oublié de vous le dire, le haïku est nourri, ce ne sont pas que des images visuelles, oui, c'est ça. Il est nourri de sensations, de niveau sensoriel. Donc, vous pouvez avoir un souvenir et le traduire grâce aux sensations, une odeur, un son, quelque chose qui est resté gravé dans votre mémoire. Oui, on vient... c'est pas seulement l'image du souvenir, mais c'est aussi la trace. La trace. Les haïkus sont des traces de vie. J'aime bien ça. Des traces qui resteront de cette vie qui passe si rapidement, ce fleuve de la vie dont parle Fabrice des fois, ce courant de la vie qui passe. Eh bien, le haïku, ce sont des traces. Merci. Précieuses. De reprendre le micro pour remercier très chaleureusement Merci à vous, Pascal. Pour la qualité de vos questions. Merci. Je n'ai fait que répondre à la qualité de ce livre, l'effet haïku, qui est vraiment une merveille, et puis un haïku chaque jour qui est évidemment génial, puisque moi je suis tout de suite allée voir celui de ma date de naissance, et puis celui de la naissance des 3 enfants. Oui, c'est un agenda perpétuel. Ça, c'est vraiment délicieux.
Merci beaucoup Pascal Schinck. Et puis Merci on de va, votre accueil. Merci on à va vous vous garder tous. encore quelques minutes pour la séance de dédicace. Merci, bravo. Merci à vous. Merci.